Alors, ça enregistre, c'est bon. Alors, bienvenue au quatrième webinaire de la série Empower You, donc se prendre en charge. Si vous avez besoin de sous-titrage, veuillez cliquer sur le symbole CC rouge au bas de votre écran. Je m'appelle Gilda, je travaille à la KEPS, je suis la directrice des communications et des services linguistiques de la KEPS, donc l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire. Nous travaillons à défendre les droits des étudiants en situation de handicap pour toute la province du Québec. On fait pas mal ce que NEEDS fait à l'échelle du Canada, mais nous, on se concentre sur le Québec. Donc, avant de commencer, je voulais mentionner de, s'il vous plaît, mettre votre microphone en sourdine maintenant, en cliquant sur l'icône du microphone que vous voyez au bas de l'écran, ou vous pouvez appuyer sur Alt-A. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre microphone avant la fin de la présentation si vous avez des questions. Si vous utilisez un Mac, vous appuyez sur Commande plus Shift plus A, Mute, Unmute Audio, qui devrait être sur votre clavier. Si vous êtes sur la ligne téléphonique, veuillez désactiver le microphone en appuyant sur étoile 6 jusqu'à ce que vous soyez invité à parler à la fin de la présentation, si vous avez des questions. Veuillez ne rien écrire dans la boîte de discussion, donc dans le chat, pendant la présentation. Lorsqu'elle sera terminée, nous vous ferons savoir quoi faire pour poser des questions. Donc, une petite description de cette série de webinaires. C'est une série de 10 webinaires qui offrent des formations aux personnes en situation de handicap qui peuvent ensuite s'engager, et à des alliés, bien sûr, qui peuvent s'engager à partager les connaissances qu'ils apprennent durant ces webinaires dans leur communauté, les organismes et avec leurs pairs, dans le but d'accroître la sensibilisation sur comment remédier à la discrimination en utilisant des outils qui nous sont déjà plus familiers, comme les codes des droits de la personne et certains outils plus récents, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, donc la CDPH, et son protocole facultatif. Donc, nous espérons que vos connaissances vous aideront à former d'autres personnes à faire de même. Le projet Rien sur nous sans nous, donc le Empower You, ou se prendre en charge en français, pour apprendre à faire valoir vos droits en tant que personne en situation de handicap, est financé par Emploi et Développement social Canada et mis en œuvre par le Conseil des Canadiens avec déficience, donc CCD, en collaboration avec le Canadian Multicultural Disability Centre Inc., le CMDCI, Citizens with Disabilities Ontario, le CWDO, le Manitoba League of Persons with Disabilities, le MLPD, et l'Association nationale des étudiants et étudiantes handicapées au niveau postsecondaire, donc NEEDS. Grâce à la diversité des activités de renforcement des capacités, le projet vise à faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH et son protocole facultatif, ainsi que les mécanismes canadiens qui visent à remédier à la discrimination subie par les personnes handicapées. Le projet comporte 3 volets: des séances de formation en présentiel, des formations en ligne sur le protocole facultatif de la CTBH à suivre à votre rythme et cette série de 10 webinaires.
Les webinaires de la série Se prendre en charge abordent des sujets liés aux droits humains des personnes en situation de handicap au Canada et ont lieu tous les mercredis jusqu'au 25 mars à 13 heures, heure normale de l'Est. Donc, notre conférencier d'aujourd'hui, c'est Nicolas Labbé-Corbin. Et je vais vous parler un peu de lui. Donc, il est diplômé en droit de l'Université McGill. Il est présentement stagiaire en droit chez Gagino Avocats, un cabinet boutique de Montréal qui est spécialisé en droit du travail, en droit administratif et en droit déontologique. Il a complété le cours du barreau l'automne dernier. Donc, diplômé de McGill, a complété le programme conjoint en droit civil et en common law et a été successivement rédacteur puis membre exécutif de la revue de droit de McGill. Il a travaillé à l'AQEPS et il travaille encore. Donc, il a été directeur adjoint, chargé de projet et organisateur d'ateliers de défense des droits. Et il travaille maintenant sur un projet de recherche qu'on fait avec plusieurs organismes pan-canadiens pour favoriser le retour aux études des étudiants en situation de handicap en mi-carrière. Donc, c'est dans le cadre de ses fonctions d'organisateur d'ateliers de défense des droits qu'il a préparé le contenu qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc, c'est à toi, Nicolas. Oui, je vais commencer par partager le PowerPoint. Est-ce que tout le monde peut voir le PowerPoint? Oui, merci. Parfait. Donc, bonjour. Merci, Gilda, pour ta présentation. Merci à Pat, Tracy et Frank qui ont rendu possible ma présence aujourd'hui. Je vous remercie et merci à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Donc, on va commencer sans plus tarder. On a 40 minutes à peu près avant la séance de questions. Donc, j'ai essayé de couvrir le plus de matériel possible. Donc, ça, c'est des diapos sur la KEPS. Parfait. Donc, je vais commencer par les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, on veut permettre aux étudiants en situation de handicap, étudiants et étudiantes, j'ai toujours utilisé l'expression ESH pour désigner étudiants et étudiantes en situation de handicap. Donc, permettre aux ESH de connaître leurs droits et leur apprendre à les revendiquer efficacement. Ensuite, expliquer les obligations qui incombent aux ESH. À chaque fois qu'on a des droits, on a souvent des obligations corrélatives, alors ça va être de les explorer ensemble. Et ensuite, informer les professeurs, le personnel des centres d'accueil et de soutien aux ESH, les associations étudiantes et les autres membres du personnel scolaire des obligations des établissements d'enseignement à l'égard des ESH. Donc, il n'y a pas juste l'ESH dans le paysage, il y a aussi d'autres intervenants, d'autres acteurs et ils ont aussi des obligations envers les personnes en situation de handicap et envers la société. Alors, voilà nos objectifs pour aujourd'hui. Donc, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs de vos études secondaires. Donc, c'est le schéma narratif qui va être notre plan pour la séance d'aujourd'hui. Ça sert de repère mnémotechnique et chronologique, vu que les étapes sont à peu près dans le même mode que le schéma narratif, les étapes à suivre pour obtenir des mesures d'accommodement. Donc, tout d'abord, il va y avoir la situation initiale. J'ai parlé du où et du quand, donc le contexte juridique applicable.
Ensuite, je vais parler des personnages de l'histoire. Donc, qui sont les étudiants et les étudiantes en situation de handicap? C'est quoi la définition de la personne handicapée? Ensuite, que font les personnages au début de l'histoire? Deuxièmement, l'élément déclencheur. Donc, il y a un processus à suivre pour obtenir des mesures d'accommodement. Ensuite, le déroulé, donc lorsqu'il y a des situations problématiques qui surviennent dans la mise en place des mesures d'accommodement et quelles sont les règles d'or de la défense des droits. Donc, quels sont les moyens d'obtenir les mesures d'accommodement, comment, à qui et comment on revendique nos droits. Ensuite, le dénouement, donc comment les mesures ultimement permettent à l'ESH d'avoir une belle expérience éducative au cégep et à l'université et comment ces mesures-là permettent la réussite. Ensuite, la situation finale. Donc, après l'obtention du diplôme, ce n'est pas fini. Il peut y avoir un stage, il peut y avoir d'autres études postsecondaires et ultimement, il va y avoir l'intégration sur le milieu de travail. Donc, on va voir ça dans la situation finale. Je commence avec la situation initiale. Donc, où et quand le contexte juridique. Donc, notre histoire se passe en 2020 au Canada. C'est sûr que moi, je vais mettre l'accent sur le droit applicable au Québec, puisque ça vient de ma formation et j'ai préparé des ateliers pour la KEPS, qui est un organisme québécois. Mais puisque, comme j'ai déjà le mentionné pendant la présentation initiale, le droit québécois et le droit canadien proviennent de la même source, soit le droit international. Donc, même si le nom des organismes, le nom des lois, de la jurisprudence est un peu différente, au final, c'est les mêmes droits qu'on revendique et la manière de les revendiquer en pratique vont être la même qu'on soit au Québec ou dans les autres provinces. Donc, même si ma présentation est axée sur le droit québécois, en pratique, le droit va s'appliquer de la même manière dans les autres provinces. Donc, le premier réflexe en matière de droit des personnes en situation de handicap en contexte postsecondaire serait la loi sur l'instruction publique. Vous voyez sur le PowerPoint, c'est écrit « Oubliez ça ». La loi sur l'instruction publique, ça couvre seulement les études préscolaires, primaires et secondaires. Donc, il n'y a pas de droit général à l'éducation postsecondaire. Donc, il faut passer par un autre document législatif pour obtenir le droit à l'étude postsecondaire pour les personnes en situation de handicap. Donc, le document, ça va être la Charte des droits et libertés de la personne et le droit, ça va être le droit à l'égalité. Le droit à l'égalité est prévu aux articles 10 et 12. Donc, l'article 12 va comme suit. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur, et là, il y a tous les motifs, dont la race, la religion, etc. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Ensuite, on a l'article 12 de la Charte. Donc, l'article 10, c'était plus général, le droit à l'égalité générale. L'article 12 porte sur le droit à l'égalité dans l'offre et la prestation de contrats de services. L'article 12 va comme suit. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique, ça veut dire un contrat, ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. Donc, les ESH sont protégés quant à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité de leur droit d'accès à un enseignement postsecondaire par le truchement de ces deux articles-là. Les services d'enseignement sont des services ordinairement offerts au public et c'est évident que ces deux articles-là s'appliquent et que les personnes en situation de handicap auront le droit à l'éducation postsecondaire en toute égalité. Ces deux articles assez laconiques, donc il y a beaucoup de jurisprudence qui vont aller développer c'est quoi que ça veut dire le droit à l'égalité. Et c'est un concept, le concept clé est un concept qu'on a vu beaucoup dans les médias, c'est le concept de l'accommodement raisonnable. Donc, l'accommodement raisonnable,
ça veut dire que lorsqu'une situation qui est sous le contrôle d'un établissement d'enseignement postsecondaire et que cette situation est discriminatoire, l'établissement a l'obligation de mettre en place des mesures d'accommodement raisonnables pour remédier à la situation. Vous avez remarqué, il y a l'adjectif raisonnable à côté du mot accommodement. Ça veut dire que ce n'est pas tous les accommodements possibles qui sont raisonnables, quand bien même ils seraient nécessaires pour permettre à l'ESH de réussir, d'avoir une expérience éducative similaire à celle d'une personne sans handicap. Donc, l'autre concept clé, c'est le concept de contrainte excessive. La contrainte excessive, c'est un obstacle majeur qui peut être d'ordre pédagogique, administratif ou financier. Donc, c'est une difficulté réelle pour l'établissement d'enseignement. Donc, si on pense à pédagogique, ça pourrait être une mesure d'accommodement qui ne serait pas raisonnable. Ça pourrait être demander à ce que le seuil de passage soit de 50% au lieu de 60%. On ne peut pas aller altérer les normes pédagogiques d'évaluation. Ça serait déraisonnable. Si on pense à administratif, ça pourrait être demander d'être tout seul dans un local pendant l'examen. C'est peut-être possible d'avoir un local avec des paravents, d'être isolé, mais demander pendant la période où justement les locaux sont très, très accaparés par les étudiants et les professeurs, de demander un local et être tout seul dedans, c'est probablement déraisonnable. Et l'autre type de contrainte excessive, c'est les contraintes excessives d'ordre financier. Par là, on pense à, par exemple, si dans un des pavillons, il n'y a pas d'ascenseur, faire construire un ascenseur selon les ressources de l'établissement, si ça excède plusieurs centaines de milliers de dollars, bien, peut-être que ça pourrait être une contrainte excessive. Donc, c'est pour ça qu'il faut être créatif et proposer des solutions qui seraient raisonnables. Par exemple, on pourrait, dans le cas de l'ascenseur, plutôt proposer que le cours ait lieu dans un autre pavillon si le matériel est aussi disponible ailleurs ou déplacer le matériel. Il y a presque toujours des moyens de rendre une situation de contrainte excessive, de transformer une situation de contrainte excessive en mesure d'accommodement raisonnable. Finalement, le dernier point sur la diapositive, les politiques institutionnelles concernant les ESH. Donc, plusieurs établissements universitaires et collégiaux ont adopté des politiques qui déterminent ou qui, en fait, la charte les détermine, mais qui rappellent les droits des personnes en situation de handicap dans les établissements en question. Donc, ces politiques-là reprennent grosso modo le contenu de la charte, mais des fois, elles vont un peu plus loin dans la définition du handicap ou dans l'étendue des mesures d'accommodement et parfois sont plus précises. Donc, c'est sûr que quand on fait de la défense des droits, on commence par invoquer la politique avant d'aller à la charte. La politique, c'est un engagement que prend l'établissement. Les politiques sont disponibles en ligne généralement. Donc, vous avez juste à taper dans la barre Google politique, handicap, le nom d'établissement et vous allez trouver cette politique-là. Sinon, vous pouvez aller au comptoir à l'accueil de l'établissement et ils vont vous fournir la politique. C'est un document qui est accessible au public. Ensuite, je vais passer au qui. Donc, qui sont les personnages de notre histoire? Qui sont les personnes en situation de handicap? Donc, c'est important de savoir la définition du handicap avant de se lancer dans le processus de défense des droits parce qu'il n'y a pas de mesure d'accommodement si on n'est pas considéré comme une personne handicapée. Donc, la définition du handicap n'est pas dans la charte. C'est la magie du droit. Plusieurs documents interagissent entre eux pour fournir ensuite la solution juridique. Donc là, c'est un autre document qui va nous donner la définition du handicap. Je vais vous donner le titre tout de long, c'est « La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ». Vu que c'est un peu long, on va l'appeler la loi de 1978. Donc, la loi de 1978 définit la personne handicapée comme suit. Donc, c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Donc, les deux adjectifs importants ici, c'est significative et persistante.
c'est ça qui va être utilisé dans la jurisprudence après pour déterminer quel type de handicap, quelles catégories de handicap sont reconnues. Donc, la définition n'énumère pas les catégories de handicap. Je peux vous en énumérer quelques-unes qui sont reconnues par la jurisprudence. Les principales sont la déficience auditive, motrice, organique, visuelle, les troubles d'apprentissage, les troubles déficitaires de l'attention, les troubles du langage et de la parole, les troubles neurologiques, les troubles de santé mentale et les troubles du spectre de l'autisme, pourvu que ces troubles causent des incapacités. C'est vraiment pas exhaustif. Il y a d'autres handicaps qui ont été graduellement reconnus par la jurisprudence. Pour vous donner un exemple, la toxicomanie ou la dépendance à l'alcool sont maintenant considérés comme des handicaps alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc, c'est une définition qui évolue avec le temps. C'est pour ça qu'elle ne constitue pas une liste de catégories et juste deux adjectifs, significatifs et persistantes. Et là, ensuite, la jurisprudence va élargir la définition du handicap en rajoutant des catégories selon l'évolution de la société. Et les avancées médicales aussi. Donc, maintenant, on a déterminé le cadre juridique et la définition du handicap. Quel est le début de notre histoire? Donc, c'est l'ESH vient d'être admis ou admise à un établissement d'enseignement universitaire où cette personne était déjà admise, mais elle vient de réaliser qu'elle pourrait avoir droit à des mesures d'accommodement. Donc, il n'y a pas de moment où on peut demander des mesures d'accommodement, sauf si c'est comme la veille de l'examen. Mais je veux dire, même si on n'a pas demandé à sa première session, on peut en demander à la seconde, ou ainsi de suite. Donc, l'élément déclencheur. Comment obtenir des mesures d'accommodement? Les mesures d'accommodement, c'est important de le savoir, ne sont pas déclenchées automatiquement. Donc, si vous en aviez au secondaire, vous n'en aurez peut-être pas nécessairement au collégial, et ça ne sera pas automatique. Il faut que vous vous inscriviez de nouveau. Donc, à chaque fois que vous changez d'établissement, même parfois dans un même établissement, si vous changez de faculté ou de programme, c'est possible que vous deviez vous réinscrire. Donc, soyez alerte et pensez-y au début de la session pour ne pas être mal pris juste avant les examens. Ça risque d'être trop tard à ce moment-là. Donc, le principal acteur dans la mise en œuvre des mesures d'accommodement est ce qu'on appelle le Centre d'accueil et de soutien ou ESH. Selon l'établissement, le nom va varier. Au collégial, on utilise le terme service adapté. Des fois, on parle de centre d'accessibilité. Donc, le nom va varier, mais il y en a dans pratiquement tous les établissements universitaires et collégiaux. Donc, pour obtenir des renseignements sur ces centres-là, vous pouvez aller sur les sites Internet. Il y a pratiquement toujours une page qui va vous dire les services, les handicaps couverts, etc. Et aussi les types de mesures d'accommodement qui pourraient être mises en œuvre. Pour les conseillers et les conseillères des centres d'accueil et de soutien au ESH vont assister les ESH tout au long de leur parcours scolaire. Donc, ça va être vraiment les personnes ressources dans la mise en œuvre des mesures d'accommodement. Donc, s'il y a un problème, c'est eux autres qu'on va aller voir en premier. Et pour s'inscrire et pour obtenir des mesures d'accommodement, il faut faire une procédure d'inscription qui va comme suit. Donc, ça, c'est la procédure qui permet d'avoir des mesures d'accommodement. Il y a plusieurs étapes à remplir. C'est bien de les connaître, savoir où se diriger avant de revendiquer nos droits à des instances supérieures. Donc, première étape, c'est la prise de contact et l'inscription. Donc, ça, c'est une étape qui se fait physiquement. On se présente au comptoir de services adaptés et d'habitude, il faut remplir un formulaire pour expliquer un peu c'est quoi nos limitations, qu'est-ce qu'on demande, pourquoi on est là. Donc, première étape, et soit cette première étape-là, ou soit plus tard, mais le plus tôt possible, il va y avoir la deuxième étape qui est la remise de l'évaluation diagnostique. C'est un peu controversé, mais moi, je perçois presque l'évaluation diagnostique comme un élément de la définition de la personne en situation de handicap. Je m'explique. Sans le diagnostic, c'est impossible d'avoir des mesures d'accommodement. On ne peut pas se fier juste sur la bonne foi des gens. Si on dit « Ah, je suis en situation de handicap », ils ne vont pas nécessairement mettre des mesures d'accommodement, ils ne seront pas obligés de le faire si on ne démontre pas qu'on a
un diagnostic de handicap. Donc, c'est une étape essentielle de remettre un diagnostic. Le diagnostic doit être émis par un professionnel habilité. Donc, par exemple, si c'est une déficience motrice, ça va être un médecin de famille, etc. Si c'est un trouble du spectre de l'autisme, ça peut être une autre personne, le ou la neuropsychologue. Donc, pour chaque type de handicap, il y a un ou plusieurs types de professionnels habilités. Encore là, vous pouvez facilement trouver cette information-là en faisant une recherche sur Internet. Savoir quel professionnel peut émettre quel diagnostic. Troisième étape, l'entrevue d'accueil et l'élaboration du plan d'intervention. Donc, c'est une entrevue qui permet de mettre en... Cette entrevue, c'est oral et ça permet de mettre en place... on explique nos besoins, ensuite, on obtient les mesures d'accompagnement en fonction des besoins. Ils vont être notés dans le plan d'intervention. Donc, on peut sentir que c'est problématique pour les personnes qui ont des difficultés communicationnelles en raison de leur handicap. C'est sûr que les conseillers et conseillères des centres de services adaptés sont formés pour gérer ce genre de situation-là. Mais pour certaines personnes, ça peut être difficile de communiquer des besoins et de défendre ses droits, expliquer en quoi telle mesure serait nécessaire. Donc, bien qu'à cette étape-là, on peut sentir une difficulté pour certaines personnes en situation de handicap, vu que l'entrevue se fait oralement. Ensuite, la quatrième étape, la distribution de la lettre d'attestation. Donc, ça, c'est quand le plan d'intervention est complété. Il y a une lettre d'attestation qui va être produite et distribuée au professeur pour expliquer quelles mesures doivent être mises en place pour l'étudiant. La cinquième étape, c'est si tout se passe bien, on sauterait tout de suite au dénouement de l'histoire. Il n'y aurait pas de péripéties dans notre histoire. Donc, les mesures d'accompagnement seraient mises en place et seraient suffisantes, ne seraient pas ignorées et permettraient à l'étudiant ou à l'étudiante de réussir ses cours, d'avoir une expérience académique qui serait similaire à celle d'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc, les mesures d'accompagnement permettraient de pallier le handicap. Mais puisque l'histoire de l'étudiant, de l'étudiante en situation de handicap n'est pas toujours un conte de fées, c'est là que l'étape de défense des droits devient pertinente et on passe à notre prochain élément de l'histoire, c'est le déroulement. Donc, une variété de problèmes qui peuvent survenir dans la mise en œuvre des mesures d'accommodement. Malgré cette variété de problèmes, les recours sont généralement les mêmes d'un problème à l'autre. Donc, nous, on propose un ordre de recours qui va comme suit. Donc, premièrement, là, j'ai mis premièrement le centre d'accueil et de soutien au ESH, mais notez que si votre mesure d'accompagnement est dans un contexte de classe, de cours, avec un ou une professeur en charge, c'est possiblement le ou la professeure qu'il faut aller voir en premier, vu qu'elle risque d'être la mieux placée, le ou la mieux placée pour mettre en place les mesures d'accommodement. Mais ça ne s'applique pas toujours, vu qu'il y a certaines mesures d'accommodement comme l'utilisation des ascenseurs ou le local adapté pour les études, qui ne sont pas de la responsabilité des professeurs, mais vraiment du centre exclusivement. Donc, en général, c'est le centre qui est responsable de mettre en place les mesures d'accompagnement et c'est le centre qu'on va aller voir en premier lorsqu'il y a un problème dans la mise en œuvre des mesures. Donc, lorsqu'on parle de défense des droits, c'est cette étape-là de défendre soi-même ses droits, d'expliquer ses besoins vis-à-vis le centre. Mais c'est une étape qui survient aussi à d'autres moments, même si c'est des tiers qui nous représentent. Il faut expliquer au tiers le problème et le tiers ne sera pas intéressé à nous aider si on ne démontre pas qu'on a l'apparence de droit. Donc, il faut toujours expliquer les besoins, en quoi les mesures sont nécessaires à toutes les instances pour ensuite que, même si c'est des tiers qui nous représentent, que ces tiers puissent comprendre la situation et puissent revendiquer efficacement nos droits. Donc, la deuxième étape, ça serait les associations étudiantes. Il y en a dans chaque université, chaque cégep. Il y en a même généralement plusieurs par université, dans chaque faculté, même des fois dans chaque programme. Le rôle des associations étudiantes, c'est d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et de défendre leurs droits. Donc, c'est vraiment eux autres qui vont pouvoir vous aider en deuxième lieu.
Et ces autres vont pouvoir aussi vous donner les outils pour faire l'étape numéro 3, donc les autres mécanismes internes. Ils peuvent vous renseigner sur les processus de plainte, c'est des processus d'appel, si la direction des études peut faire quelque chose. C'est vraiment les associations étudiantes qui vont explorer avec vous tous les recours internes de l'établissement. Ensuite, vous pouvez avoir recours à des organismes externes. Le numéro 4, ici, j'ai nommé l'organisme auquel je travaille, c'est la KEPS. Mais il y a plein d'organismes à but non lucratif. Il y a le RAPLI qui peut faire la défense des droits. Il y a le Jury-Pop qui ont des avocats qui représentent des personnes en contexte de droit de la personne, de droit à l'égalité. Donc, il y a plusieurs organismes à but non lucratif qui font de la défense des droits et vous pouvez vous tourner vers eux. Puis ça, c'est pas nécessaire d'y aller à cette étape-là. Vous pouvez demander conseil préalablement. Ils vont vous référer à, par exemple, votre association étudiante ou une autre instance avant de défendre vos droits eux-mêmes. Ensuite, il y a l'Office des personnes handicapées du Québec, en droit québécois, bien sûr. Donc, c'est une organisation gouvernementale. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis avec le numéro 4, c'est des organismes à but non lucratif. L'Office des personnes handicapées du Québec est créé par la loi de 1978, dont on a parlé pour la définition du handicap. Ce qu'il y a de plus avec cette organisation-là par rapport aux organismes à but non lucratif, c'est qu'ils ont le pouvoir d'imposer des sanctions. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis séparément. Ensuite, le dernier recours, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il y en a dans toutes les autres provinces, ça s'appelle généralement Commission des droits de la personne ou un nom du même genre. C'est un organisme généralement de dernier recours. Si vous êtes rendu là, si vous avez déjà épuisé tous les recours internes et de défense des droits externes possibles, ils ont un service de médiation qui peut être très pertinent, mais autrement, c'est certain, c'est les personnes les mieux placées pour vous aider à défendre vos droits lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions. Mais c'est des procédures qui prennent du temps, de l'énergie, et bien que le processus soit gratuit, comme tous les autres recours d'ailleurs, ça peut demander certaines dépenses. Par exemple, il faut participer à des entrevues, des séances de médiation, il faut payer le stationnement, payer l'essence, etc. Donc, au final, ça peut devenir coûteux et il est possible que vous n'allez pas avoir de jugement avant la fin de vos études. Donc, c'est un processus de dernier recours, mais qui est très efficace puisqu'il vous représente devant le tribunal des droits de la personne. Et ultimement, vous pouvez aller vous-même devant le tribunal des droits de la personne si la commission décide de ne pas vous représenter. Souvent, la commission évalue déjà votre dossier, donc probablement que votre dossier n'est pas très fort si vous n'êtes pas représenté par la commission, mais vous pouvez toujours aller vous-même devant le tribunal des droits de la personne pour vous représenter. Voilà pour les recours. Maintenant, je vais me lancer dans la partie qui est plus défense des droits en pratique. Comment on fait ça? Bon, donc la première règle que j'ai identifiée, c'est respecter l'ordre des recours. Ça veut dire adressez-vous dans la liste de recours qu'on a vue à la dernière diapositive, adressez-vous vraiment au premier en premier, au deuxième en deuxième, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a personne, les gens se sentent attaqués si vous dites ou s'ils se rendent compte que vous avez déjà contacté des instances supérieures ou d'autres instances avant de vous adresser à eux. Par exemple, le Centre des services adaptés, c'est les gens les mieux placés pour vous aider. Montrez-leur que vous leur faites confiance et n'allez pas voir les autres instances en premier. Peut-être qu'ils vont même être disposés à réévaluer leurs décisions. Donc, on essaie toujours de résoudre le problème avec la personne, avec les gens qui sont les mieux placés pour nous aider, pour mettre en place les mesures d'accommodement. C'est vraiment le centre qu'il faut contacter en premier. Ensuite, j'ai dit expliquer des situations en accentuant ses besoins. Le mot besoin est essentiel. Donc, vous n'avez pas le droit à toutes les mesures d'accommodement pensables. Il faut que les mesures correspondent à des besoins. Donc, si vous voulez obtenir une mesure, dites en quoi vous avez un besoin.
et en quoi il existe un lien entre la mesure et le besoin. Donc, le lien, c'est un lien de nécessité. En quoi la mesure est nécessaire pour répondre à votre besoin. Donc, c'est vraiment le type d'argumentaire qui va vous aider à obtenir les mesures que vous voulez. Il faut toujours y aller avec les besoins. Ensuite, proposer des solutions réalistes. Ça veut dire ne pas juste identifier des problèmes et ensuite renvoyer la balle aux gens qui nous aident et leur dire de trouver des solutions. Vous pouvez être vous-même partie prenante, acteur et participer activement dans le processus de trouver des mesures d'accommodement raisonnables. En même temps, ça démontre de votre bonne foi et vous allez les personnes avec qui vous allez interagir vont être plus sympathiques à votre cause si vous agissez ainsi. Les solutions doivent être réalistes. C'est important de comprendre que vous n'avez pas droit à des privilèges parce que vous êtes en situation de handicap. Le droit à l'égalité est un droit et non un privilège. Un privilège, ça serait par exemple, demander au-delà de ce qui est nécessaire pour pallier le handicap. Et ça ne va pas vous aider, ça va juste vous nuire, vous démontrer que vous êtes de mauvaise foi. Donc, allez-y, ce n'est pas une question de faire une transaction commerciale, de demander 100 000 pour obtenir 50 000. L'idée, c'est de demander quelque chose de raisonnable et vous allez l'obtenir si ce n'est pas une contrainte excessive, si c'est possible, etc. Mais on ne va pas essayer de demander plus pour obtenir ce qu'on veut initialement. On agit toujours de bonne foi, on demande quelque chose de raisonnable. Ensuite, écarter les préjugés de l'interlocuteur et de l'interlocutrice. Donc, les besoins liés au handicap, et même dans une même catégorie de handicap, un même diagnostic, sont différents d'une personne à l'autre. Et c'est sûr que les personnes au centre des services adaptés sont formées, mais aussi elles sont habituées de voir beaucoup de personnes qui ont des handicaps dans la même catégorie. Et au final, ils peuvent peut-être faire une équation qui est mauvaise, mais dire tel handicap égale tel type de mesure d'accommodement. La bonne équation, et il faut amener les personnes qui nous aident à la comprendre, c'est tel type de besoin égal à tel type de mesure d'accommodement. Donc, il faut identifier les besoins. C'est toujours le même lien, identifier les besoins et montrer en quoi les mesures d'accommodement sont nécessaires pour répondre aux besoins. Et ça, c'est délicat. Il ne faut pas expliquer aux gens qui ont des préjugés. Il faut juste leur dire de se concentrer vraiment sur notre situation particulière, sur nos besoins, au lieu de considérer les besoins de la catégorie et de penser que toutes les personnes dans la même catégorie ont les mêmes besoins. Donc, c'est juste d'amener la personne à se concentrer sur nos besoins particuliers. Ensuite, faire preuve de bonne foi. Ça revient à ce que j'ai dit au tout début de la présentation. J'ai dit que les droits ne venaient pas sans certaines obligations de la part des SH. La bonne foi, c'est être capable de remplir ces obligations avant de demander des droits. Ça veut dire respecter les procédures, respecter les délais, respecter nos obligations de divulgation. Je m'explique. Donc, si on a un changement dans notre situation, nos besoins risquent de varier. Il faut informer le plus tôt possible le centre de services adaptés de tout changement dans notre situation. Sinon, on a des mesures superflues ou insuffisantes. Ce n'est pas bénéfique pour personne. Donc, quoi que ce soit superflu, on pourrait voir ça comme bénéfique, mais ça ne démontre pas de notre bonne foi si on fait juste continuer à bénéficier de mesures qui ne correspondent pas à nos besoins. On est en train d'abuser de nos droits. Et ça, c'est pas bien. Ça va juste nous nuire ensuite si on a des problèmes. Il faut toujours avoir les mains propres lorsqu'on revendique et ça va nous permettre ensuite d'obtenir ce qu'on demande. J'ai parlé des procédures. Ça veut dire procédure et délai. Donc, on ne va pas la veille d'un examen s'inscrire au centre. C'est supposé être déjà fait avant. Puis ne pas essayer de sauter des étapes dans la procédure. Il y a une procédure, certes, elle est longue, mais il faut remplir chacune des étapes
Et si on a des problèmes ensuite et qu'on prouve qu'on a rempli toutes les étapes nécessaires, qu'on a expliqué nos besoins, qu'on a expliqué en quoi les mesures étaient nécessaires, mais ça ne va jamais se revirer contre nous. Tandis que là, si on demande des trucs à la dernière minute ou qu'on essaie de sauter des étapes, ça peut jouer contre nous. Le formalisme, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est important pour les institutions comme les établissements d'enseignement postsecondaire. Donc, il faut respecter les procédures, respecter les délais. Et ensuite, on va avoir les mains propres lorsqu'on va défendre pas d'arguments contre soi, juste des arguments en notre faveur et ça va être plus facile de défendre efficacement nos droits. Parfait. Donc, la dernière règle que je veux aborder avec vous, c'est montrer une connaissance approfondie de ses droits. Ça veut dire soyez au courant de vos droits. Donc, allez voir si vous n'êtes pas au Québec, allez voir dans les documents. Il y a des lois sur le handicap dans les autres provinces. Au Québec, c'est la charte. Allez lire les documents législatifs avant de vous lancer dans le processus. Parlez de besoins, parlez de mesures d'accommodement, de contraintes excessives, utilisez les bons termes. Mais allez consulter les documents législatifs, mais ne les mentionnez pas. C'est vraiment une très mauvaise manière de démarrer une relation que d'invoquer des documents législatifs et des dispositions législatives. La politique, ça passe un peu mieux vu que c'est adopté par l'établissement même, c'est comme un engagement, ça fait moins autorité si on veut, mais n'allez pas invoquer le droit. Utilisez le contenu du droit, donc besoin, mesures d'accommodement pour revendiquer vos droits. Mais si vous avez à recourir à la charte, c'est vraiment en dernier recours que vous allez mentionner les articles et tout ça. Voilà qui fait le tour des règles de défense des droits. Je passe donc au dénouement. Donc, le dénouement, c'est la partie, on en vient lorsque les mesures d'accommodement sont en place et permettent à l'étudiant ou à l'étudiante de pallier leur handicap. Et là, je fais une nuance. Lorsque l'on parle de pallier le handicap, on ne parle pas juste des notes. Et ça, c'est très important. Les gens se disent d'habitude, j'ai 70, j'ai des mesures d'accommodement pour garder mon 70, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas juste les notes. C'est d'avoir accès à l'éducation aussi, d'être capable par exemple, d'aller dans un laboratoire, de manipuler le matériel de laboratoire, d'avoir la même expérience qu'une personne qui n'a pas de handicap. Et c'est pas juste les notes, c'est ça, l'expérience pédagogique, mais aussi, par exemple, je sais que j'ai vu ça dans plusieurs établissements d'enseignement collégiaux. Les personnes en fauteuil roulant ou ayant d'autres handicaps moteurs ne pouvaient pas circuler d'un étage à l'autre dans la bibliothèque. Il y avait juste un étage qui était accessible. Donc, le droit à l'égalité passe aussi par l'accès aux ressources. Donc, ne pas être capable d'aller à tous les étages d'une bibliothèque, ça aussi, c'est un problème, même si ça peut ne pas affecter les notes. Donc, c'est d'être capable de voir que les mesures d'accommodement, ce n'est pas juste pour bien réussir ses cours, mais aussi avoir une expérience académique similaire à une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc, vraiment pallier le handicap dans tous les sens du terme. En contexte postsecondaire, bien entendu. Aussi, il ne faut pas s'asseoir sur ces mesures et se dire, bon, j'ai obtenu mes mesures, c'est fini. Comme je l'ai dit, une obligation de divulguer tout changement dans la situation et aussi il y a une obligation de s'interroger soi-même sur la possibilité d'obtenir de nouvelles mesures parce que, à part le changement dans notre condition, il est possible qu'il y ait d'autres changements qui surviennent. Par exemple, si je n'avais pas le cours d'éducation physique à la première session, puis j'en ai à la deuxième, puis que j'ai une déficience motrice, mais c'est certain que je vais avoir besoin de mesures d'accommodement lors de ma deuxième session, même si je n'en avais pas besoin à ma première. Donc, c'est toujours s'interroger sur tous les facteurs qui peuvent survenir. Ça peut être aussi un nouveau professeur qui est moins compréhensif. Il faut toujours s'interroger sur tout ce qui peut survenir. Il ne faut pas penser qu'une fois que j'ai les mesures d'accommodement, c'est terminé pour moi.
Il faut revenir voir le centre régulièrement, à chaque session si possible, pour faire une espèce d'évaluation avec le conseiller ou la conseillère et remettre régulièrement en question les mesures d'encadrement qu'on a acquises. Je passe maintenant à la situation finale. Bon, j'ai oublié de passer à la diapositive du dénouement. Donc, ça résume ce que je viens de dire. Maintenant, on passe à la situation finale. Donc, je vous propose de vous donner un aperçu de ce qui se passe après la diplomation. Donc, la Charte québécoise s'applique à toutes les personnes présentes sur le territoire du Québec. Personnes physiques, personnes morales, donc gouvernement, compagnie, etc. Et ça ne s'applique pas seulement dans le contexte d'éducation postsecondaire, ça s'applique dans la demande de services, donc tout ce qui est logement, services de santé, ça s'applique aussi dans le milieu de stage, de travail. Donc, plus particulièrement en milieu de stage, c'est possible qu'avant votre diplomation, vous ayez un stage à faire. Probablement que le centre de services adaptés de votre établissement va pouvoir vous donner les outils. Autrement, le stage est comme une situation d'emploi. C'est plus un conseil personnel que je vous donne qu'une règle sine qua non. C'est ne parlez pas de votre handicap lors de l'entrevue d'embauche, sauf s'il est apparent, vous pouvez en parler, mais parlez pas de vos limitations. Ça se fait une fois que le processus d'embauche est terminé. Donc, une fois que vous êtes embauché, vous êtes en situation de travail, vous pouvez voir aussi, vous êtes plus en mesure de voir c'est où que vos limitations se font sentir dans le contexte du travail et c'est là que vous devez demander les mesures d'accommodement. Parce que statistiquement, les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés à passer le processus d'embauche et par conséquent sont moins représentées sur le marché du travail et c'est une étape très difficile pour plusieurs personnes en situation de handicap. Donc, se rappeler qu'on a le droit à des mesures d'accommodement, mais c'est peut-être un peu contre-indiqué de le faire dès l'entrevue, de parler de ces limitations, des mesures qu'on a besoin lors de l'entrevue et du processus d'embauche. En contexte d'études subséquentes, juste vous dire que dans plusieurs universités au Canada, il y a un processus de discrimination positive. Donc, des fois, vous allez être appelé à vous identifier comme une personne en situation de handicap. Si vous le faites, ça se peut que vous ayez un traitement plus positif lors du traitement de votre demande d'admission. Notez toujours que divulguer de l'information sur votre handicap est toujours à votre discrétion. Vous n'êtes jamais obligé de parler de votre handicap. Souvent, lorsqu'on veut avoir des mesures d'accommodement, c'est indiqué d'en parler et de faire part de ses limitations pour obtenir des mesures d'accommodement et de ses besoins. Voilà donc, je voulais juste conclure en vous souhaitant d'être mieux outillés maintenant pour défendre vos droits. J'espère que autant pour les personnes du Québec que celles des autres provinces du Canada, j'espère que ça vous a aidé et que vous allez contribuer à informer aussi les personnes en dehors du cercle, les personnes en situation de handicap, les personnes à l'extérieur, essayer d'enlever un peu les tabous liés au handicap et de faire connaître le droit aux mesures d'accommodement. Parce qu'au final, c'est souvent des employeurs sans handicap, des personnes sans handicap qui vont être des personnes qui vont mettre en place nos mesures d'accommodement. Donc, c'est vraiment un processus d'informer les gens. Les cas de discrimination sont souvent basés sur de l'ignorance, de la curiosité ou des sentiments qui sont autres que de la méchanceté. Donc, c'est vraiment l'information qui va aider les personnes en situation de handicap à avoir les mesures d'accommodement qu'ils et elles ont besoin et de lever les barrières que la société leur impose régulièrement. Merci de votre écoute. Alors, je laisse la parole à Gilda qui va introduire la période de questions. Merci beaucoup, Nicolas. Super présentation. Merci. On va prendre des questions, mais juste avant, il y a des commentaires dans le chat. Le premier, c'était durant ta présentation, quelqu'un a dit que c'est faux. L'OPHQ n'a aucun pouvoir coercitif. Est-ce que tu sais si c'est le cas? Selon la loi de 1978, il peut imposer des sanctions,
En pratique, je sais qu'elle ne le fait que très rarement, mais pour, mettons, dans un processus de médiation, c'est sûr qu'un organisme gouvernemental qui peut imposer des sanctions aura plus de poids qu'un organisme à but non lucratif. Mais selon la loi de 78, l'OPHQ peut imposer des sanctions. Donc, je ne sais pas si la personne qui a envoyé le commentaire veut s'exprimer là-dessus. Oui, la personne peut continuer à écrire dans le chat. Bon, il y a déjà plusieurs questions dans le chat, mais je devais mentionner les procédures pour poser les questions. Si vous utilisez un ordinateur, pour poser la question, il faut lever la main en cliquant sur l'icône de la main que vous voyez sur l'écran ou vous appuyez sur Alt-Y. Pour un Mac, c'est Option Y. Alors, on va commencer à prendre des questions pour les personnes qui sont sur le Zoom. Donc, vous pouvez lever votre main avec le chat. Okay. Je le voyais on l'a vu quand on a fait des tests. Là, je ne vois plus l'icône de la main qui devrait être à droite sur le chat. Tracy, can you tell me where the hand icon is? I don't see it anymore. Okay. If someone raises their own hand under the more option. Where's the more option? On my screen is at the bottom, or they can simply raise their hand by clicking on the yes icon, like so. Either way would work. I'm sorry, I don't see that. Okay. The other day when we tested it, it was there? Yes. Yeah. On participants. Yeah. So they can do Alt-Y if they don't have the symbol there for raising their hand. So your hand is raised now. Okay, because I just pressed on Alt-Y to test it, but I don't see it. Like I used to see it, so someone is saying, I see it. I see it. Press on participants. Oh, there. Okay, I see it now. Désolé, excusez-moi. Donc, qui a levé la main? Donc, si vous cliquez sur participant et ensuite vous faites Alt-Y ou vous pesez sur la main, on va voir que vous avez une question. S'il n'y a pas de questions comme ça, je vais prendre les commentaires dans le chat. Donc, je ne vois pas de main levée, à part la mienne. Je vais enlever la mienne. Peut-être que ça fait... Ah, il y a... Ah, there we go. J. Cleary, qui a une question. Et ensuite, Morad. Donc, J. Cleary, est-ce que vous voulez enlever le mute? Ah, il dit qu'il n'a pas de microphone. Donc, s'il vous plaît, tapez votre question dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a des règles légales quant à la provenance de l'attestation diagnostique? Par exemple, un étudiant ayant reçu un DX en France, je ne sais pas ce que vous voulez dire par DX, est-ce valide ici? Ah, ben DX, c'est diagnostic. Ah, diagnostic, OK. Ou un diagnostic reçu dans une autre province? Ça, c'est une question de droit comparé. Je dirais qu'une autre province, c'est pas problématique. France, je vais être honnête, là, je ne sais vraiment pas. C'est la professionnalité, je crois, c'est provincial. Donc, c'est possible qu'un diagnostic émis à l'extérieur ne soit pas reconnu comme tel, mais je ne sais vraiment pas si les établissements d'enseignement vont faire une distinction, vont vraiment
rejeter un diagnostic parce qu'il a été émis à l'extérieur du Québec. Mais je vous avoue, c'est vraiment une bonne question. J'ai aucune idée de la réponse, malheureusement. D'accord. Je suis censée alterner entre les personnes au téléphone et les personnes sur le Zoom. On va prendre une question au téléphone maintenant, s'il y en a. Sinon, on va retourner au Zoom. Donc, si vous êtes sur une ligne téléphonique, pour lever votre main, vous devez peser sur étoile 9. Et bien sûr, n'oubliez pas de réactiver votre micro en pesant sur étoile 6. Donc, est-ce qu'il y a des questions au téléphone? OK. S'il n'y en a pas, il y avait Morad qui avait levé sa main aussi. Donc, Morad, quelle est votre question? Oh, j'entends quelque chose, mais c'est pas très fort. Est-ce que Morad est encore là? Oui, Oui, je suis là. Ah, there. Est-ce que vous m'entendez? oui, Oui. oui. Bonjour. Bonjour. Alors, désolé, peut-être ma question, c'est un peu une question bête parce que c'est la première fois que je participe et là, c'était même tardivement. Donc, je n'ai pas une question sur la conférence, mais je voudrais mieux connaître votre organisme. S'il y a vraiment un site Internet que je puisse lire avoir plus d'informations. Donc, déjà, je vous dis que c'est une très, très, très bonne idée et je vous félicite. C'est vraiment bien ce que vous faites. Merci beaucoup. Je Oui, pense que vas-y, Gilda, c'est toi qui es la mieux placée pour répondre. Donc, oui, il y a un site web, c'est akeps.qc.ca. Donc AQEIPS.qc.ca. Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, vous pouvez répéter? AKEPS. AQEIPS. Je vais l'écrire dans le chat aussi, si vous pouvez regarder dans le chat. Parfait. Je vais le lire. Je suis non-voyant, mais je vais le lire. Okay. Ah, d'accord. Désolée, je vais répéter. Pas de problème, je vais le lire. Ok, c'est très bien. Je vais m'informer plus, mais ça m'intéresse beaucoup. Et donc, c'est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Il reste seulement 1 minute. Il y a plein de questions dans le chat. Est-ce qu'on peut les prendre? Tracy, can we read the questions in the chat? There's so many and it's already 2 o'clock. Is it okay if we go over a few minutes or we have to stop it now? Donc, en attendant que Tracy me réponde, je vais quand même commencer à lire les questions. You'll be able to continue for a few minutes, I think, Gilda. OK, thank you, Frank. Donc, je vais aller au début des questions. Peut-on avoir la diapo du début qui affiche les différents partenaires? Oui, vous pouvez m'écrire à communication@commercialakeps.ca. Je vais écrire mon adresse dans le chat. Donc, oui, écrivez-moi si vous voulez les documents de la présentation. Okay. Elle sera enregistrée aussi en passant. Vous pourrez... elle est enregistrée en ce moment. Et l'enregistrement va être disponible. On va la partager sur l'AKEPS, on va la partager sur notre chaîne YouTube. Pour Citizens with Disabilities aussi, je crois qu'ils vont le partager sur leur site. Donc, une autre question. Jay Cleary, vous avez posé une question tout à l'heure. Je suis censée donner la chance à chaque personne avant de revenir à une autre question. Donc, je vais passer à la question de S. Morin. Que fait-on avec un étudiant qui présente un biais médical contenant uniquement des recommandations sans poser de diagnostic? Parce que d'habitude, il faut le diagnostic. Donc, ça serait curieux d'avoir des recommandations parce que l'affaire, c'est qu'il y a une différence entre une incapacité temporaire et un handicap. Donc, ça pourrait être des recommandations qui seraient juste, par exemple, une personne qui a
je sais pas, une jambe dans le plâtre pendant 2 semaines, ben, elle ne sera pas considérée comme handicapée, mais elle va avoir des limitations. Donc, il pourrait avoir des recommandations juste pour juste des recommandations pour une maladie ou une blessure. Donc, et la personne ne rentrerait pas dans la définition du handicap. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du diagnostic pour déterminer que la personne est en situation de handicap et non victime d'une blessure seulement. Donc, peut-être qu'il y a des établissements qui vont faire exception, mais je vois difficilement comment juste des recommandations seraient suffisantes, étant donné que justement, on veut faire la distinction entre blessure et handicap. Mais d'un autre côté, les établissements vont accommoder les gens qui ont des blessures aussi. Donc, c'est à essayer, mais pour avoir des mesures permanentes, c'est vraiment le diagnostic pour être reconnu comme une personne en situation de handicap. OK, merci. Il y a d'autres questions. Une question de Dia7. Est-ce que l'attestation d'un autre pays est valide ici? C'est une question en 2 parties. Quelles sont les démarches à suivre pour le faire valider? Ça excède mes compétences. Moi, je suis pas mal plus en mesure de vous aider en droit québécois. Si c'est la reconnaissance de documents, ça, je peux malheureusement pas vous aider pour le moment. J'aimerais ça vous diriger vers un autre organisme, peut-être pour vous aider pour ça. On a déjà une question là-dessus un peu plus tôt. Donc, je ne sais pas si Gilda, est-ce que tu connais un organisme, peut-être l'organisation multiculturelle, je ne sais pas. Oui. Je me rappelle plus Le du nom nom exact. m'échappe, mais il y a un organisme qui dessert les nouveaux arrivants en situation de handicap au Québec. Donc, si vous faites une recherche Google sur ça, vous pouvez les contacter et poser cette question-là. Ils seront sûrement mieux placés pour vous répondre. Donc, il y a Citizens with Disabilities qui me dit que la personne qui fait le sous-titrage doit quitter à 2h15. Donc, on doit arrêter avant 2h15, mais ça nous laisse encore une dizaine de minutes pour prendre les questions. Si, Nicolas, toi, tu es... Oui, tu es correct avec ça? Oui, moi, ça va. Oui, pas de problème. Okay. Donc, je vais continuer à prendre les questions dans le chat. Vous pouvez taper vos questions dans le chat ou lever vos mains, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit au téléphone en pesant sur étoile 9 ou en cliquant sur participant sur le Zoom. Donc, j'étais rendue à... donc, il y a des personnes qui ont posé 2 fois des questions. Je vais juste voir si j'ai passé tout le monde avant de revenir à des deuxièmes questions. Oui. OK. Donc, on peut revenir à... J. Cleary avait 2 questions. Son autre question, c'est est-ce qu'il y a des règles? Non. OK, non, c'est bon. C'est la même. Excusez-moi, mais il y avait aussi une deuxième question de... est-ce qu'il y a des règles? Il y a beaucoup de choses dans le chat. OK, une deuxième question de Dia. Quant à la déclaration de revenus, est-ce qu'il y a des particularités pour nous, les personnes handicapées? Merci. Oh, il y a une question de Geneviève ensuite que je vais prendre. Et merci Ousmane. Ousmane qui est sur le conseil d'administration de la CAPS. Bonjour Ousmane, merci de t'être joint à nous. Il vient de partager l'adresse courriel de l'organisme pour les immigrants en situation de handicap. Donc, c'est ameiph.com. Excuse-moi, Nicolas, de te couper. Oui, merci pour la question sur la déclaration de revenus. Le droit fiscal, c'est pas ma force, donc je suis pas trop au courant de s'il y a des déductions ou quoi que ce soit pour les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on connaît un organisme qui pourrait aider? Je sais pas. Gilda, as-tu une idée? Non, désolée. Donc, quelqu'un...
Ça serait Revenu Canada, peut-être, qui pourrait vous donner l'information. Ouais, un comptable aurait sûrement des peut-être. Ouais. informations sur ça. On a une très bonne comptable qui est sur le conseil d'administration. Elle a beaucoup de travail déjà, mais si elle a du temps libre, peut-être que vous pouvez l'embaucher pour vous aider avec ça. Donc, il y a Geneviève Gauthier, une question encore dans le chat. Est-ce que les établissements postsecondaires peuvent offrir des évaluations diagnostiques ou une réévaluation? Dans le cas justement que la personne nécessite une évaluation ou réévaluation, pour ensuite faire la demande d'accommodement raisonnable. J'imagine que oui, lorsque c'est sûr qu'il faut respecter la règle qu'il y a certains professionnels habilités à émettre certains diagnostics, mais je vois pas. J'imagine que s'il y a un neuropsychologue dans l'établissement, cette personne-là pourrait émettre un diagnostic, par exemple, de trouble du spectre de l'autisme. Et ensuite, ce diagnostic-là pourrait être utilisé, mais il faudrait vraiment que ce soit le professionnel habilité. Parce que je sais qu'il y a aussi les conseillers en orientation qui peuvent émettre certains diagnostics. Donc, c'est vraiment de se diriger vers les personnes habilitées. Le fait que ces personnes-là soient à l'intérieur de l'établissement, je ne pense pas que ça pose problème, mais c'est vraiment, il faut que les personnes aient le titre prévu à je pense que c'est l'annexe d'une loi. Si vous voulez avoir la liste, vraiment, tapez sur Google professionnel autorisé, professionnel habilité, diagnostic. Et vous devriez avoir la liste des diagnostics des handicaps et les professionnels sont habilités à les émettre. Donc, c'est ça, c'est vraiment y aller avec le titre. Je pense pas que ça ait d'incidence le fait que la personne, le professionnel habilité soit à l'intérieur de l'établissement ou non. Je ne sais pas si ça répond à la question parfaitement. Oui, elle a dit merci dans le chat, donc je crois que oui. Il y a des personnes qui ont partagé des informations sur un organisme qui va vous aider avec vos questions sur le revenu. Donc, ça s'appelle PI Handicap. Il y a Ousmane qui a partagé le lien du site web de cet organisme-là. Donc, peut-être qu'ils auront la réponse à vos questions sur le sujet. Donc, prenons une autre question. Il y a la personne 85837. Pour les ESH qui entreront en stage, que conseillez-vous au regard de la divulgation de leur situation de handicap? Merci. Tout dépend de si c'est un stage lié à l'établissement d'enseignement. Si c'est lié à l'établissement d'enseignement et que vous êtes déjà inscrit au centre, peut-être aller demander au centre qu'est-ce qu'eux autres suggèrent. Et si le centre peut même peut-être vous aider dans le processus, ça pourrait être positif. Si c'est en dehors du contexte postsecondaire, donc un stage, par exemple, après la graduation, je vous conseille de faire comme on a dit pour le processus d'embauche. Donc, moi, c'est quelque chose, si c'est un handicap invisible, je ne le divulguerai pas lors de l'entrevue, lors du processus d'embauche. Même chose en contexte de stage, je ne le divulguerai pas pendant le processus d'acceptation au stage. Mais une fois que le stage est obtenu, ils ne peuvent pas vous dire « Ah, vous êtes en situation de handicap, on ne peut pas vous accommoder, on ne vous prend pas, à moins qu'ils démontrent des contraintes excessives. » Donc, c'est mieux d'attendre d'avoir été accepté pour le stage avant de divulguer le handicap. Si on a déjà divulgué le handicap au centre et que il y a déjà comme une relation qui existe entre le milieu de stage, l'établissement, le centre et vous, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de le divulguer dès le début et le centre va vous aider là-dedans. Mais autrement, moi, je le divulguerai seulement une fois que vous avez été accepté pour le stage, comme on ferait avec un emploi. Merci, Nicolas. Il y a Tracy de Citizens with Disabilities Ontario qui a organisé ce webinaire qui me dit que c'est le temps d'arrêter. Déjà, malheureusement, je suis vraiment désolée, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. J'ai des petits messages à faire avant qu'on termine.
Donc, j'ai des remerciements à Nicolas, bien sûr, d'avoir donné ton temps pour ta présentation aujourd'hui. Merci aussi à Empower You, au projet Empower You se prendre en charge, et en particulier à Jenana Jalovic du CCD qui a organisé cette séance. C'est pas Jenana, c'est Tracy qui a organisé. Excusez-moi, il n'y avait pas le bon nom dans mon script. Nous vous enverrons un court formulaire d'évaluation à ceux d'entre vous qui s'étaient inscrits à la séance pour que vos commentaires nous soient utiles et nous permettent d'avoir une rétroaction pour les présentateurs aujourd'hui et pour nous aider à planifier d'autres webinaires. Tout le contenu de ces webinaires sera sur le site de Empower You à une date ultérieure au site disabilityrightsonline.ca. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Je mets ça tout de suite. Voilà. Et bon, merci encore. Si vous voulez vous joindre à nous mercredi prochain, il y a un webinaire en français encore sur l'histoire et l'évolution des droits des personnes handicapées au Canada. Alors, profitons de toutes les occasions possibles pour faire avancer nos droits. Merci beaucoup encore, tout le monde, et bonne journée. Merci à tous. Merci pour votre écoute et merci pour vos questions. À la prochaine.